encore une fois l'immense plaisir d'interviewer Stéphane Drouet. Stéphane, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Stéphane donc, est psychopraticien, spécialisé en mécanique quantique, en neurosciences, journaliste scientifique, formateur, auteur, je crois que j'en passe, et conférencier. Vous l'avez compris, c'est un spécialiste pour vous faire passer l'information pour tout ce qui concerne le quantique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème un petit peu particulier, puisqu'en fait, il va s'agir des apprentissages de la mémoire et de l'évolution. Donc, vaste programme. Donc que tu expliques dans ton deuxième livre. Tu veux bien rappeler le titre pour les téléspectateurs. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent, oui, le deuxième ouvrage, effectivement, l'ouvrage vert avec la petite bulle verte, s'intitule L'intelligence quantique du cœur, qui suit le premier ouvrage qui s'intitulait, ou qui s'intitule encore d'ailleurs, La révolution quantique de la pensée. Donc on est dans le quantique à 300%. Où se situe la mémoire en fait? Oui, c'est ça. Alors ça c'est un peu ébouriffant comme dirait l'autre. Alors la mémoire quantique elle est un peu particulière. Là ce qu'on va se dire va peut-être en étonner certains. Karl Lashley dans les années 60 met en évidence que lorsque on fait passer des rats dans des labyrinthes, pardon, pas des laboratoires, oui laboratoire d'abord puis labyrinthe, eh bien lorsqu'on leur enlève une partie du cerveau puis l'intégralité, on voit qu'en fait ils arrivent toujours à retrouver leur chemin. Donc Karl Lashley, on arrive à cette déduction qui a été reprise par d'autres chercheurs comme Pribram par exemple, qui est le suivant, c'est que quelque part la mémoire n'est pas dans le cerveau, mais à l'extérieur du cerveau. Donc ça a été repris par d'autres physiciens depuis, comme Philippe Guimand, biophysiciens comme Rupert Sheldrake, etc. Ils sont plusieurs justement allés dans ce sens-là. Donc cette mémoire n'est pas à l'intérieur du cerveau, mais elle est à l'extérieur du cerveau, et nous aurions des structures neurologiques, notamment l'hippocampe et l'amygdale cérébelleuse, pour aller télécharger cette information en permanence lorsque nous en avons besoin. Là par exemple, je sais pas, tu te situes dans un instant de tristesse, tu vas plutôt avoir tendance à aller te chercher des moments de tristesse. Tu télécharges. Tu vois? Donc ça se fait par téléchargement. Hein. Alors, là où les dernières études sont intéressantes en neurologie, c'est qu'on sait qu'à chaque fois qu'on télécharge des mémoires anciennes, on les modifie un peu. Ça veut dire que les premières mémoires des instants originels que l'on a vécus, ne ressemblent plus trop à aujourd'hui ce qu'on télécharge. Donc finalement, il y a une mémoire collective. Aussi. Là, on parlait de mémoire individuelle, mais la somme de ces mémoires individuelles va créer effectivement ce qu'on appelle des immenses... comme des nuages, des immenses champs de mémoire collective, effectivement, qui nous influencent tous aujourd'hui. On pourrait appeler ça l'inconscient collectif. Donc nos apprentissages viennent influencer ce champ de mémoire. Oui. Et la mémoire influence en permanence, dans l'autre sens. Aussi, c'est un cycle, en fait, tout à fait. Donc on auto-entretient notre souffrance, à la fois individuelle et collective. Donc ça, c'est le premier point. Cette mémoire, elle est donc en dehors du cerveau. Elle est dynamique. C'est-à-dire qu'on peut la transformer en permanence. Souvent on dit, ben oui, ce qui est fait, et puis maintenant, regardons en avant. En quantique, c'est une aberration, puisqu'on sait aujourd'hui que cette mémoire, elle existe à la fois dans le passé et elle peut être transformée en regardant notre histoire de vie différemment, en apprenant à aimer nos relations avec papa, nos relations avec maman. Eh bien, on met à jour cette mémoire en permanence, c'est ça la bonne nouvelle. Mais on a aussi une mémoire qui existe dans le futur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas linéaire, elle n'est pas uniquement basée sur le passé, elle est intemporelle. C'est-à-dire que la mémoire de ce que l'on va vivre au niveau le plus probable, mais au niveau potentiel aussi, existe déjà dans le futur. D'où les visualisations, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que tout est déjà prévu. Je suis en train de vous dire que vous avez d'immenses choix possibles dans votre vie, qui sont prévus en fonction de votre potentiel génétique, et au-delà de votre potentiel génétique, mais que ces chemins possibles à prendre existent déjà. Et après, on fait notre choix à travers ça. D'accord? Alors, on a parlé d'évolution. Tout à l'heure, tu l'as dit, quasiment toutes nos pensées sont celles du passé. Alors, comment on peut évoluer si on se base que sur le passé? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, l'évolution et aller vers nos potentiels illimités, ça va être possible? Alors déjà, si on revient sur ce que je disais,
le fait que justement notre inconscient aujourd'hui fonctionne ou nous apporte 99% de nos pensées, c'est ce que tu venais de reprendre. On a quand même toujours une petite fenêtre qui s'appelle 1%. Hein. Alors c'est une tendance, hein, prenez pas ça comme des chiffres, comme une vérité absolue. C'est pour montrer que c'est dérisoire. Cette petite fenêtre, elle nous permet de voir du nouveau déjà à l'extérieur de nous, d'attirer peut-être des nouvelles personnes qui sortent un petit peu de celles qu'on a l'habitude d'évoquer. Peut-être d'avoir ces flashs de conscience qu'on peut avoir sur notre vie, hein, peut-être en la regardant différemment. Tu vois, en fait, c'est pas fermé totalement. Et puis, n'oublions pas la neuroplasticité. Alors, c'est vrai que quand on a l'habitude de passer par les mêmes chemins neurologiques, par définition, on a du mal à sortir du labyrinthe. Ah, oui, faudrait prendre la bretelle de sortie de l'autoroute, voilà, mais... Et on la trouve pas, quoi. Voilà. Hein. En tout cas, elle nous paraît pas accessible aujourd'hui. Hein. Alors souvent, on a besoin d'aller voir quelqu'un qui peut nous permettre de la voir. Hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être, je sais pas moi, il y en a qui vont voir des prêtres, ou vous voyez, une personne qui vous apporte un œil extérieur, tout simplement. Ça peut être un ami, etc. Donc il y a ces aspects-là. Et puis, malheureusement, souvent, on attend d'être profondément dans la souffrance pour commencer à regarder les choses différemment. Je ne sais pas si ça te parle. Hein. Ah ben je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs. C'est ça qui nous fait bouger, finalement, de sortir un petit peu de l'ornière. Hein, n'oublions pas que plus on passe dans les traces de la neige et plus la neige est haute de chaque côté. Hein. Donc, vous imaginez l'énergie que ça demande. Et puis parfois, on va commencer par évoluer sur quelque chose qui nous paraît accessible, la première porte. Et puis de la première porte, on passe à la deuxième, puis à la troisième. C'est le principe de l'inconscient qui s'ouvre à chaque fois. Hein. Donc une fois qu'on a mis le doigt dedans, en général, c'est pour la vie, parce que non pas, je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est juste que ça devient un chemin et ça devient comme une espèce d'hygiène de vie personnelle. On a besoin de se remettre en question régulièrement pour... quelque part se sentir bien avec soi, se sentir bien avec les autres, etc. Dans le livre La révolution quantique de la pensée, il y a un passage où, par rapport aux apprentissages, tu expliques finalement que si on a 100% d'informations, on ne va pas intégrer ces 100%. Le fait de lire un livre, même si on l'a lu complètement, l'ensemble des informations dans ce livre ne seront pas intégrées. Comment ça se passe en fait exactement ? Ce qui se passe, c'est qu'on ne va intégrer que ce qui correspond justement à ces couloirs qu'on a dans la tête, dans le cœur et dans le ventre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pouvoir percevoir que ce qui correspond aux informations qui sont captées par justement ces branchements. À cet instant-là. À cet instant précis. C'est-à-dire que souvent, on va à des rassemblements, ça peut être effectivement des conférences, mais ça peut être un film, ça peut être... un séminaire, ça peut être tout type d'événement, etc. On ne va capter qu'une infime partie de ce qu'on a entendu, ce que l'on a perçu. Mais, par contre, si le conférencier est un petit peu averti de ces règles un petit peu en neurosciences, de ces lois, eh bien peut-être va-t-il faire en sorte, moi ça m'arrive régulièrement, de dire aux gens, vous allez peut-être m'entendre dire plusieurs fois la même chose, mais c'est sûrement parce que c'est le message principal que je vais vous faire passer ce soir, et que je sais parce que si vous l'entendez plusieurs fois, vous aurez plus de chances de le retenir. Et si en plus j'y mets un peu d'émotionnel, ce sera encore plus simple. Hein. Donc, à un moment donné, lorsque ces connexions, ces branchements neurologiques évoluent, c'est comme si, on dit souvent, ah ben là j'étais prêt à l'entendre. Oui. Tu vois, hein. Quand tu poses pour la première fois une question à une personne et qu'elle ne s'est jamais posé la question, je vais voir un blanc. Hein. Je me souviens de cette consultation avec une femme qui passait en retraite et je lui disais, mais donc elle, quelque part, ça la terrifiait de passer dans cette phase de retraite, dans cette période, donc elle a le sentiment de n'être plus rien et je lui dis, mais quels seraient les avantages, les bénéfices à n'être plus rien ? Alors forcément, comme elle ne s'était jamais posé la question, les branchements neurologiques n'existaient pas. Et donc elle était incapable de répondre à ma question. Elle m'a dit, mais il n'y en a pas. Ben oui, quand c'est pas branché, il n'y en a pas. Tu vois ? Donc parfois on est à court de ressources parce que souvent on ne s'est pas posé ces questions-là, on n'a pas eu de réponse en tout cas. Hein.
Les branchements n'existent pas, les chemins n'existent pas, donc ça demande beaucoup d'énergie d'abord de créer le chemin. Tu vois, ça revient à redire un peu ce que tu disais. Je l'entends une fois, je crée le chemin, et la deuxième fois, je suis capable de l'entendre. Oui. De l'intégrer. De voir qu'il y a un panneau de sortie. Parce que le chemin, il est créé. Voilà, D'accord. c'est un peu cette idée-là, quoi. Mais on fait ça en permanence, en fait, quelque part. Hein. Quand vous faites du sport, vous recréez des capillaires jusqu'au bout de vos doigts de pied. Donc vous pouvez, je dirais, proposer à votre corps une circulation plus fluide, qui va jusqu'au bout. Hein. Comme ça, vous aurez plus chaud l'hiver, jusqu'au bout de vos mains et jusqu'au bout de vos pieds. Non, mais ça paraît bête, mais c'est ce qu'on fait au niveau neurologique, c'est pareil. Hein. Donc on peut se recréer en permanence, c'est ça qui est absolument fascinant. Eh bien, écoute Stéphane, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur le sujet, pour te joindre en fait, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors vous pouvez me retrouver à la fois sur mon site www.arquantis.eu, hein, donc vous y verrez beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, donc Stéphane Drouet Arquantis à nouveau. Les ouvrages, donc tu en as montré déjà quelques-uns. Les ouvrages, aujourd'hui vous pouvez en trouver 3, 2 aux éditions d'Angle. La révolution quantique de la pensée, le rouge, l'intelligence quantique du cœur, le vert, et puis le premier que j'avais écrit il y a quelques années, qui s'appelle toujours Parabole quantique, aux éditions Avant-Propos. Merci beaucoup Stéphane. Et puis pour vous chers auditeurs, donc sachez qu'il y a également 2 autres interviews avec Stéphane sur les lois quantiques, sur être en cohérence, tout aussi passionnante. Donc je vous invite également à les regarder. Et puis je vous dis également à bientôt pour une prochaine interview. Bye! Au revoir!